Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire Actualité juridique. C'est la troisième session et dernière session qui est consacrée au sujet risque URSSAF ou risque prud'homal. J'ai le plaisir d'accueillir nos deux experts de la protection sociale de notre direction juridique grâce à voix, Solveig et Diane. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour toutes les deux. Alors, la première question que je voudrais vous poser, c'est pourquoi avoir choisi ce sujet, risque URSSAF ou risque prud'homal, parce que ça m'a paru un peu bizarre comme thématique. Un peu bizarre, pas vraiment. C'est surtout qu'on a voulu profiter d'une accalmie dans l'actualité juridique pour revenir de manière générale sur les points de vigilance en reprenant risque par risque. Parce que généralement, quand on nous pose des questions, souvent on mélange un petit peu parfois les différents textes qui se sont succédés ces dernières années. Et là, pour une fois, on a décidé de ne pas reprendre texte par texte en vous disant voilà, on a eu telle loi, après on a eu telle CCN, telle nani, telle nana. Là, l'idée, c'était vraiment de reprendre un peu par la fin et de se dire quels sont les risques que je cours moi en tant qu'employeur, parce que j'ai des obligations en tant qu'employeur, et quels sont les autres types de risques URSSAF que je peux avoir, mais en revanche, c'est des risques que je ne cours que si j'ai souhaité auparavant bénéficier de certains avantages. Donc l'idée, c'est de remettre les choses dans le bon ordre et de prendre un peu de recul. Alors moi, la première chose que j'apprends avec ce webinaire, c'est que risque prud'homal, c'est avec un seul M, alors que prud'homme, il y a deux M. Tout à fait. Donc ça, c'est le premier point du lendemain de la Saint-Valentin, on apprend des choses. C'est le point culture. Le point culture du jour. Alors sur le risque prud'homal, on va plutôt parler d'obligations, et donc d'obligations collectives qui vont s'imposer à l'employeur. Sur la partie risque URSSAF, on est plutôt sur du risque individuel. Alors, si vous êtes d'accord, je propose qu'on rentre directement dans le sujet et qu'on démarre sur le risque prud'homal, donc le risque qui est à la charge, les obligations qui sont à la charge de l'employeur de manière universelle. Parfois, on va le voir de manière un peu plus particulière. Alors, en termes de panorama des obligations d'employeur, il y a deux types d'obligations qui s'appliquent. Alors, effectivement, il y a d'un côté les obligations légales et ce qu'on retrouve aussi dans les conventions collectives. On a souhaité vous mettre donc sur une même page toutes les obligations que vous devez respecter en tant qu'employeur pour éviter effectivement un risque prud'homal. C'est-à-dire que si une de ces obligations n'est pas respectée, ce n'est pas un risque URSSAF, mais uniquement un risque prud'homal que vous encourez. Donc, s'agissant des obligations légales, depuis le 1er janvier 2016, tout employeur a l'obligation de couvrir tous les salariés à minima à hauteur du panier de soins. Donc quand je dis tous les salariés, c'est-à-dire qu'avec ce qu'on a appelé la généralisation de la complémentaire santé, tous les salariés doivent être couverts, ce qui exclut donc une condition d'ancienneté. Et avec cette couverture, suivait une seconde obligation qui était l'obligation pour l'employeur de prendre en charge à hauteur de 50% minimum la cotisation affectée au régime obligatoire. Alors, qu'est-ce qu'on entend par régime obligatoire? J'ai par exemple un contrat socle et un contrat surcomplémentaire. Donc le contrat socle, c'est ce que vous avez en principe tous. C'est donc le premier niveau qui vient compléter les garanties du régime sécurité sociale. Et ce premier niveau est en général, pour la plupart de nos contrats, responsable, respecte les garanties du contrat responsable. Par contre, vous avez pu négocier un régime surcomplémentaire qui, lui, ne sera pas responsable en général. Donc, ce contrat socle, il est obligatoire et la surcomplémentaire, elle peut être obligatoire ou facultative. Donc, en tant qu'employeur, vous avez obligation de prendre en charge 50% de la cotisation obligatoire, ce qui va être 50% du contrat socle ou de la surcomplémentaire si vous l'avez mise en place à titre obligatoire également. De même, ce même raisonnement est à tenir si vous avez choisi une affiliation obligatoire des ayants droit. Il faudra prendre en charge leur cotisation à hauteur de 50%. Par contre, ce sont les obligations pour la santé. Pour la prévoyance, les obligations générales, elles concernent plutôt le cas du changement d'assureur. Exactement. Donc, concernant la prévoyance, il y a donc deux obligations. La première qui est organiser la revalorisation des rentes, donc rente incapacité, invalidité, décès. Et la seconde obligation qui est d'organiser le maintien de la garantie décès pour les salariés bénéficiaires d'une rente incapacité ou invalidité. Normalement, ces deux obligations, vous les connaissez, mais vous les connaissez pourquoi? C'est parce qu'elles figurent obligatoirement dans vos actes.
si vous regardez dans votre décision unilatérale, prévoyance ou accord collectif, vous retrouverez systématiquement, généralement à la fin du document, ces clauses, c'est des clauses obligatoires, et c'est une obligation qui généralement est bien respectée, mais qui est là surtout pour attirer votre attention, pour vous dire, attention, il faut vous saisir du sujet, et lorsque vous changez d'organisme assureur, il est important que ce soit un sujet de discussion, soit avec l'ancien assureur, soit avec le nouvel assureur, afin de déterminer qui organisera la revalorisation des rentes et qui maintiendra la garantie d'essai. Donc concrètement, l'obligation de résultat, c'est de faire en sorte que ce soit fait. C'est ça, c'est vraiment... Les rentes, on doit avoir une continuité des rentes qui étaient antérieures au changement d'assureur. Et puis le maintien de la garantie d'essai, c'est de la même manière, on doit s'assurer au moment du changement de porteur de risque que ou l'un ou l'autre d'ailleurs, l'ancien ou le nouveau, va maintenir en fait. Exactement. Étant précisé que de l'autre côté, l'assureur a également des obligations à ce titre-là, on ne vient pas dessus, c'est la loi E20, voilà, il y a des obligations côté employeur et côté assureur de ce côté-là, mais en tout cas, à minima, vous, employeur, vous devez avoir ces obligations prévues dans vos décisions unilatérales ou accords collectifs, d'une part, et ensuite, à chaque changement d'organisme assureur, c'est un sujet dont vous devez vous saisir. Alors, des dispositions communes aussi qui sont prévues par la réglementation, et en santé et en prévoyance. Alors là, c'est tout simple, c'est une obligation que vous connaissez également, c'est la remise de la notice d'information qui est établie par l'assureur. L'assureur a bien l'obligation de rédiger la notice d'information et une fois qu'il vous l'a transmise, vous avez l'obligation de la transmettre aux salariés. Et effectivement, en cas de contentieux, il faudra que vous soyez en mesure de prouver que le salarié a bien reçu la notice d'information. C'est pour ça qu'on vous conseille en général de conserver la preuve de cette remise. Donc ça va être par une liste d'émargement ou alors par acte d'huissier. Voilà, il y a différents systèmes qui vous permettent justement d'apporter cette preuve. Mais surtout, n'oubliez pas de remettre cette notice d'information. La deuxième obligation, c'est la portabilité des garanties. Donc, ça, je ne m'attarde pas trop dessus pour le moment, puisqu'on va développer ce point-là sur le slide suivant. Alors, des obligations qui sont liées au CCN, donc par rapport à la branche d'activité dans laquelle on exerce son activité. Exactement. Mais ce n'est pas forcément lié à la branche, c'est également lié au type de personnel visé. En effet, il y a un particularisme pour les salariés cadres et cadres assimilés. La CCN AGIRC, donc, l'article 7, qui va imposer aux employeurs de cotiser à hauteur de 1,50% de la tranche A, dont 0,76% doit être affecté en priorité à la couverture des faits. Donc, l'employeur a donc une obligation de cotiser à hauteur de 1,50% de la TA afin de financer des avantages de prévoyance. La sanction, quelle est-elle? Elle est quand même assez lourde. Un ayant droit pourrait réclamer un capital d'essai égal à 3 passes. 3 passes, pour mémoire, c'est pour 2018 9 933 €, donc quasiment 10 000 €. Notez bien, ce n'est pas parce que vous avez de votre côté prévu déjà un capital d'essai au moins égal à 3 passes que vous n'aurez pas cette obligation de verser en plus cette sorte d'amende. On pourrait appeler ça une sorte d'amende, c'est pas une amende, mais il y a cette sanction supplémentaire. Et là, à ce niveau-là, on peut se poser deux types de questions. La première question, est-ce que je peux prendre en compte ma cotisation frais de santé? En effet, d'un point de vue obligation à 50% TA pour financer un montage de prévoyance, on pourrait considérer qu'au sens large, la prévoyance recouvre non seulement les frais de santé, mais également la prévoyance lourde au sens incapacité, invalidité, décès. Donc effectivement, c'est un argumentaire qui se tient, mais un peu moins depuis le 1er janvier 2016. En effet, le point faible, c'est les dispenses. C'est qu'auparavant, on tenait cet argumentaire parce qu'on ne prévoyait pas de dispenses pour les salariés cadres et cadres assimilés, nos fameux 4 et 4 bis. Donc effectivement, il y a un risque dès lors que des salariés cadres ou assimilés se sont dispensés. Dans ce cas-là, on ne peut pas prendre en compte la part patronale affectée aux cotisations frais de santé. Donc en fait, si je peux me permettre, donc on parle des dispenses en santé. En santé, bien sûr. Parce que ça c'est un point important. Et le cadre dans lequel tu positionnes l'exemple, c'est par exemple moi je décide que je suis couvert par ailleurs et je peux m'exonérer par les dispenses de droit sur les frais de santé de mon employeur. Ouais. Quid de la répartition, c'est ça, des 1,50 entre les frais de santé et la partie décès. Oui. Si au final, le financement des 1,50 ne couvre pas ma partie santé parce que je suis dispensé. Exactement, c'est vraiment l'hypothèse où je ne remplis pas au sens strict mon obligation 1,50 sur mon seul contrat prévoyance lourde. Est-ce que je peux prendre ou non en compte ma participation à mes autres régimes de prévoyance au sens large?
Donc en principe, auparavant vous disiez oui, mais maintenant attention, sous réserve des dispenses de droit ou même des dispenses que vous auriez pu prévoir à la main de l'employeur dans votre acte, hein, bien sûr. Attention à ce niveau-là, effectivement, même si c'est de la volonté du salarié qui s'est dispensé, ça n'empêche pas que vous avez une obligation de cotiser, vous, à hauteur de 1,50 de la tranche A. Donc l'enveloppe doit être de 49,70 € pour 2018. Donc vous devez, vous, cotiser à hauteur de 49,70 € chaque mois pour ce salarié en santé et ou en prévoyance. Et si c'est dispensé et que cette enveloppe n'est pas respectée, là vous courez un risque qui est du coup de 3 passes. Pour le salarié qui irait au prud'homme. Un ayant droit, bien sûr, parce que là on parle de l'hypothèse d'un salarié décédé, donc ce ne serait pas le salarié qui irait au prud'homme, ce serait forcément l'ayant droit du salarié qui, bien informé, soit parce qu'il n'y a pas de capital d'essai prévu dans l'entreprise, soit parce qu'il considère que ce capital est insuffisant, ou pas simplement parce qu'il est très bien informé, qu'il a écouté ce webinaire, l'hypothèse où l'ayant droit vient réclamer ce capital, et là effectivement il y a plusieurs hypothèses qui ont été soulevées par des employeurs qui essaient de se soustraire à cette obligation, et la jurisprudence est constante, non, il n'y a aucun moyen, si vous n'avez pas rempli au sens strict votre obligation de cotiser, c'est fini, vous payez. Alors la recommandation, c'est idéalement, pour être bien sûr, c'est tout mettre sur la partie à minima prévoyance lourde. Voilà. En revanche, quand on a conscience du risque, on peut aussi se dire qu'on peut être prêt à payer les 3 passes. Oui, voilà, c'est un arbitrage. Contestation à un moment donné. Évidemment, c'est un arbitrage. Étant précisé qu'encore une fois, j'ai parlé au sens strict du paiement d'une enveloppe de 49,70 €. Donc, si vous avez que des salariés avec un haut niveau de rémunération ou suffisant sur la tranche B, en fonction des taux de cotisation, vous pouvez aussi vous dire, je prends en compte prévoyance lourde, ma tranche A, ma tranche B, ma tranche C. Et par contre, dans ce cas-là, il faut bien sûr vérifier quel est le salarié cadre ou assimilé ayant la plus petite rémunération, parce que certains peuvent avoir des rémunérations très basses parce qu'ils sont à mi-temps, par exemple, et s'assurer que pour ce salarié qui a le salaire le plus bas, ou pour les salariés, voilà, ceux qui sont les salaires les plus bas, s'assurer que cette obligation de cotiser est bien remplie. Donc à regarder quand même d'assez près. Donc en général, on conseille vraiment de cotiser dès la tranche A à hauteur de 1,50. Comme ça, vous évitez effectivement toute question sur le sujet. Alors les dispositions communes, elles sont relativement simples. C'est respecter les minima qui sont prévus dans chaque convention. Voilà, en fait, pas grand-chose de plus à dire. En principe, vous relevez généralement d'une convention collective nationale. Cette convention collective nationale peut ou ne peut pas, c'est un choix des partenaires sociaux, prévoir un régime santé et ou prévoyance. Pour ces régimes, elle peut prévoir soit une obligation de cotiser, soit une obligation de prestation, soit les deux. Donc, de manière générale, oui, on vous recommande bien sûr de respecter vos minima conventionnels, le risque étant là, encore une fois, prud'homal. Donc là, il faut respecter les particularismes de chaque convention collective. Tout à fait. Les obligations de l'employeur versus les obligations de l'assureur. Alors ça, c'est un sujet assez intéressant parce que parfois, on mélange la limite de qui doit faire quoi. C'est ça. Et là, cette planche, en fait, a pour vocation de expliquer les rôles de chacun dans la démarche. Côté employeur. Alors, côté employeur, on a remis le point concernant la notice d'information, donc je ne vais pas m'attarder dessus, mais vous avez l'obligation de remettre la notice d'information et d'en apporter la preuve. Le deuxième point, c'est s'agissant de la portabilité. La portabilité telle qu'elle est prévue à l'article L911-8 du Code de la Sécu, donc je suis ancien salarié dont le contrat de travail est rompu et j'ai le droit au maintien de mes garanties pendant 12 mois santé et prévoyance. Cette portabilité, c'est bien une obligation qui est à la charge de l'employeur, c'est-à-dire que vous, employeur, vous avez l'obligation d'organiser cette portabilité auprès de l'assureur et de la proposer aux salariés. Alors aujourd'hui, c'est rentré dans les mœurs, en général, c'est un mécanisme qui est directement prévu dans vos contrats, mais à ne pas oublier, c'est une obligation qui initialement est à la charge de l'employeur. Alors, je souhaitais revenir sur 2 points au sujet de la portabilité. Tout d'abord, s'applique-t-elle sur les régimes obligatoires ou facultatifs ou les deux? Le texte donc, de référence relatif à la portabilité ne fait pas la distinction. Donc, à notre sens, le régime, qu'il soit obligatoire ou facultatif, doit permettre la portabilité des garanties par la suite aux salariés. Alors, donc ça signifie en gros que j'ai souscrit une base, une option pour ma famille, voilà. C'est exactement les mêmes garanties,
exactement la même couverture qui me sera maintenue pendant la période de portabilité. C'est ça que je dois comprendre. J'aurai le droit effectivement à la couverture socle et à l'option. Il ne faut pas oublier justement que contrairement à la loi E20, par contre, ce ne sont pas forcément exactement les mêmes garanties, c'est-à-dire que si le contrat dans l'entreprise évolue, moi, ancien salarié en portabilité, je suis l'évolution de ces garanties. Donc, je verrai peut-être pendant cette période de portabilité mes garanties modifiées. Par contre, justement, je reviens sur la notion d'obligatoire ou facultatif. On retrouve sur le marché certaines positions qui consistent à dire qu'à partir du moment où c'est un régime facultatif qui n'a pas été formalisé par DIE, accord collectif ou accord référendaire, parce qu'il n'y a aucune sanction en fait à ne pas le formaliser, sauf le défaut d'information de la part de l'employeur. Dans ce cas-là, on n'aurait pas à proposer la portabilité. Pourquoi? Parce qu'en fait, le texte sur la portabilité prévoit que les garanties salariés, les salariés garantis collectivement dans les conditions prévues à l'article L911-1. L911-1 du Code de la Sécurité sociale, c'est le texte qui indique que les garanties sont mises en place par DIE, par accord collectif ou par accord référendaire. L'acte, en fait. L'acte. Donc, en fait, certains ont considéré qu'à partir du moment où ce régime n'était pas formalisé par un de ces actes, on n'avait pas justement à proposer la portabilité. Donc nous, sachez que ce n'est pas notre position, on part du principe que ce n'était pas l'esprit du texte et que le régime soit obligatoire ou facultatif, il doit être proposé aux salariés qui bénéficient de la portabilité. Et deuxième point, justement, pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure Bertrand, le régime, à partir du moment où les ayants droit peuvent en bénéficier, le régime doit bénéficier également aux ayants droit pour la portabilité. Attention, bien sûr, ayant bénéficié du régime. Oui. Donc là, sur ce sujet-là, on a eu parfois la question, mais que se passe-t-il si j'ai un ayant droit qui naît pendant la période de portabilité? Est-ce qu'il a droit ou non au maintien du régime? En principe, non, parce qu'il n'a pas de régime à se voir maintenir, vu qu'il n'en bénéficiait pas avant le départ du salarié de l'entreprise. Du coup, en théorie, oui, un nouveau-né, en principe, n'a pas droit à la portabilité. Pour autant, certains assureurs, parfois, ont des positions plus souples ou alors acceptent, moyennant le paiement d'une petite cotisation, d'affilier le nouveau-né. Il y a une autre obligation qui découle justement de la portabilité, c'est le fait pour l'employeur de devoir mentionner ce droit à portabilité dans le certificat de travail du salarié lors de la rupture du contrat. Donc concrètement, on ne peut pas oublier de parler de la portabilité à un salarié qui s'en va? Non, on ne peut pas. C'est une mention obligatoire. L'article 4 de la loi E20, donc en santé, une obligation aussi qui porte sur l'employeur. L'employeur a tout simplement l'obligation d'informer l'assureur du décès du salarié afin que cet assureur puisse proposer aussi en parallèle le maintien des garanties, article 4 loi E20, aux ayants droit d'un assuré décédé. C'est simplement la suite logique. Pour que l'assureur puisse remplir son obligation, l'employeur a une obligation d'information vis-à-vis de l'assureur. Alors justement, on parle de parallélisme entre les obligations de l'employeur et celui de l'assureur. La première obligation de l'assureur, c'est établir la notice. Oui. Sans ça, l'employeur ne peut pas en parallèle remettre la notice d'information. Alors, est-ce qu'on peut expliquer un peu ce que c'est que la notice dans le dispositif contractuel? Parce que c'est un document qui est important dans le dispositif d'assurance. Oui, c'est clairement le document qui va engager l'assureur et l'employeur vis-à-vis du salarié. Le lien contractuel entre l'assureur et l'employeur, il est fait via le contrat. Le lien contractuel vis-à-vis du salarié, il est fait via la notice d'information. C'est-à-dire que s'il y a par exemple une discordance entre le contrat et la notice d'information, le salarié pourra se prévaloir des dispositions qui sont prévues dans la notice d'information si elles sont plus favorables, alors que dans le contrat, on a d'autres dispositions. Mais le salarié a reçu cette information, c'est cette information-là qui va prévaloir. Ce qui explique d'ailleurs que beaucoup d'employeurs ne communiquent même pas le contrat, ils communiquent uniquement la notice d'information. Ils n'ont pas à communiquer le contrat, ils ont vraiment cette obligation de remettre la notice, de s'assurer de la preuve de sa remise, parce que la première chose que fera un avocat en cas de contentieux, il demandera à l'employeur, prouvez que vous l'avez remis cette notice, prouvez-le, et après on verra si vous pouvez ou non m'opposer les clauses. Alors du coup, je ne remets pas la notice, c'est quoi mon risque sur l'aspect prud'homal, le risque individuel? Il y a un défaut de conseil. Après, ça peut partir, par exemple, si le salarié conteste certaines garanties.
Il peut demander justement des dommages et intérêts par rapport à une somme supplémentaire, justement, et la prise en charge de ses frais par rapport aux garanties qui lui avaient été proposées. Alors nous avons une question de Sébastien qui nous demande quid de l'assurance complémentaire facultative en cas de reprise ou de mise en portabilité. Est-ce que ça fait partie de la portabilité? Une surcomplémentaire qui aurait été instaurée dans le cadre de la reprise ou qui existait déjà? Qui existait mais qui est facultative. En fait, si la surcomplémentaire existait, le salarié en portabilité va suivre l'évolution du contrat des actifs, en fait, peu importe l'assureur. Même si c'est un contrat à part qui est facultatif. S'il en a bénéficié avant, il pourra bénéficier de la surcomplémentaire. Si, par exemple, le changement d'assureur a eu lieu en 2018, en 2017, il avait le contrat socle et la surcomplémentaire. En 2018, on change d'assureur, peu importe en fait l'assureur, il bénéficiera de la portabilité auprès du nouvel assureur, mais toujours avec les garanties, donc le socle est l'obligatoire. Parce que si je comprends bien, ce que tu nous expliques, c'est que la surcomplémentaire ayant été instruite dans l'acte, L112, L911-1, voilà, celui-là, il est donc dans les obligations après de gérer la portabilité. C'est simplement qu'il avait bénéficié de ces garanties avant. Elles existent toujours malgré le changement d'assureur. Donc il n'y a pas de raison qu'un changement d'assureur vienne mettre fin aux garanties dont il bénéficiait. Par contre, effectivement, on peut se poser la question si en 2017 il n'y avait qu'un contrat socle, en 2018 on met un contrat socle et une surcomplémentaire. Là, en fait, peu importe, on n'est même pas dans le cas d'un changement d'assureur, même si en restant chez le même assureur. Il y a deux positions sur le marché. Est-ce que moi, ancien salarié, qui suis sorti en 2017 et qui à cette époque n'avait qu'un contrat socle, est-ce que j'ai le droit à la surcomplémentaire? Se pose la question, puisque normalement je suis censée suivre les garanties des actifs, donc pourquoi on ne me la proposerait pas? Mais en parallèle, je n'ai pas bénéficié de ces garanties quand j'étais en activité. Alors nous, notre position, c'est de dire, c'est pas forcément tranché sur le marché. À Grâce à vous, on a pris le parti de proposer ces garanties aux salariés, dans le sens où, en général, la mise en place de la surcomplémentaire suit vient en complément de la baisse des garanties du contrat socle. Donc en 2017, il avait en général des garanties un peu plus élevées. En 2018, on a instauré une surcomplémentaire parce qu'on a voulu se mettre en conformité avec le contrat responsable. Donc on a baissé les garanties du contrat socle, donc il subit cette baisse. Donc pourquoi pas effectivement lui proposer la surcomplémentaire. Garantir une équité par rapport à la situation qu'il connaissait quand il était salarié. Mais par exemple, si ce n'est pas le cas et si c'est du plus, là on peut dire que potentiellement il n'en bénéficiait pas avant et, donc il n'a pas cotisé non plus. Vraiment pas, c'est ça. C'est pas tranché, nous c'est notre position, mais on n'est pas assuré que l'assureur acceptera cette position. En fait, il faut vraiment dire que les textes en droit du travail parlent d'un régime, alors que nous, d'un point de vue, cette fois-ci un peu plus assurantiel, on est contraint de mettre en place, en théorie, deux régimes. Et donc du coup, on se retrouve avec des textes qui ne se parlent pas vraiment. On a d'un côté un raisonnement où on dit, bah là, j'ai deux régimes, et de l'autre, les points ne se connectent pas. Voilà. Pas complètement, Pas complètement, on n'y est pas encore. Et c'est vrai que ça peut donner lieu à pas mal de débats. Et qu'effectivement, comme le disait Solveig, par contre, quand clairement il y a juste eu un découpage entre un régime ancien non responsable et qu'on le découpe pour faire deux régimes, là ça nous paraît quand même pas très juste d'aller priver le salarié en portabilité de la surcomplémentaire. Très bien. Alors on revient peut-être maintenant sur le déroulé. Donc l'assureur a des obligations, établir la notice, on en a parlé. L'article 4 de la loi E20, donc là le pendant assureur est beaucoup plus important que celui de l'employeur au final. C'est ça. Alors l'assureur, tout à l'heure je vous disais que la portabilité c'était une obligation de l'employeur. Là, la loi E20, c'est une obligation de l'assureur. C'est-à-dire que vous, en tant qu'employeur, votre salarié quitte l'entreprise, vous avez l'obligation de l'informer du dispositif de portabilité. Par contre, la loi E20, c'est pas votre affaire, clairement. Par contre, l'assureur, il aura une obligation qui est celle de proposer à cet ancien salarié le bénéfice du dispositif loi E20. Pour ça, il doit le faire dans les 2 mois suivant soit la fin du contrat de travail, soit la fin du dispositif de portabilité. Petite précision tout de même, cette obligation de l'assureur, elle joue uniquement sur un vrai contrat loi E20, un vrai maintien des garanties loi E20.
Si vous, en tant qu'employeur, vous avez négocié en parallèle un régime sortie de groupe ou spécifique pour vos retraités, là, vous aurez effectivement toutes les obligations qui découlent de ce régime. Mais ce n'est pas parce que vous avez négocié ce régime ancien retraité, vous, en tant qu'employeur dans votre entreprise, que l'assureur n'aura pas l'obligation en parallèle de proposer le dispositif LOE20. Quelles que soient les dispositions négociées, cette obligation LOE20 demeure. Très bien. En pratique, tout ça, comment ça s'organise? Parce que d'un côté, on a le droit du travail, de l'autre côté, on a la partie assurantielle. Voilà, c'est vraiment la base de tout. En protection sociale complémentaire, donc frais de santé, prévoyance, effectivement, on a deux versants. Donc on a le premier versant qui est le point de vue droit du travail. Quand je veux dire droit du travail, je veux dire vraiment la relation entre vous, employeur, et vos salariés. Effectivement, par rapport au régime, soit vous allez appliquer strictement la convention collective nationale dont relève votre entreprise, dont on parlait tout à l'heure, et en revanche, si vous n'avez pas de CCN, ou de régime conventionnel, ou alors que vous souhaitez appliquer un régime plus favorable que celui prévu par votre CCN, dans ce cas-là, vous devez formaliser dans votre entreprise le régime, soit par accord collectif, soit par accord référendaire, ou soit par décision unilatérale de l'employeur, étant rappelé bien sûr qu'au moment où vous mettez en place ce régime, ou à chaque modification, bien sûr, du régime, vous devez informer et consulter au préalable votre comité d'entreprise ou votre futur comité social et économique, le fameux CSE, le risque étant bien sûr un délit d'entrave. Ensuite, d'un point de vue assurantiel, donc là, le côté contrat d'assurance, là, ça va être la relation entre l'employeur et l'assureur. Donc, c'est l'employeur qui va souscrire un contrat d'assurance auprès d'un organisme habilité, donc un assureur, bien sûr, on ne va pas aller voir quelqu'un d'autre. Et bien sûr, là, attention, il faut bien s'assurer de la symétrie entre ce que j'ai prévu dans mon acte en droit du travail, mon accord collectif, décision unilatérale, etc., et mon contrat d'assurance, étant précisé toutefois que nous, en pratique, ce qu'on vous recommande, c'est de juste mentionner les taux de cotisation dans votre acte d'entreprise et en revanche de ne pas y mentionner les prestations et de ne pas les annexer, voir si vous voulez vraiment les annexer, vous les annexez à titre informatif, afin que vous ne soyez pas tenu de modifier votre acte de droit du travail à chaque évolution de votre contrat d'assurance. De même, n'annexez pas vos contrats d'assurance, n'annexez pas vos notices d'information, ou alors si vous voulez vraiment les annexer, rappelez-vous, précisez toujours expressément dans votre acte qu'elles soient annexées purement et simplement à titre informatif. Et enfin, bon, je ne reviens pas forcément dessus, c'est ce que vous disiez Sadek tout à l'heure, bien sûr, en tant qu'employeur, vous devez remettre la notice d'information qui aura été établie par l'assureur, la remettre au salarié contre preuve de la remise. À défaut, en effet, en cas de contentieux, les clauses du contrat d'assurance ne seront pas opposables aux salariés. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a un équilibre et je dirais un parallélisme entre la partie acte qui me lie moi, employeur vis-à-vis de mes salariés, et puis le contrat qui doit se plaquer à l'identique, voire de manière un peu plus détaillée, mais qui doit correspondre exactement à l'engagement que j'ai pris auprès de mes salariés. Et je dois après dérouler l'intégralité du contrat, c'est-à-dire le signer avec un assureur, en tout cas un porteur de risque, et aller encore au-delà, c'est-à-dire contractualiser avec mes salariés, c'est la notice d'information. Exactement. On peut visualiser un triangle en fait, qui va de l'employeur vers l'assureur, c'est le contrat d'assurance, qui va ensuite de l'assureur au salarié, c'est la notice d'information, étant précisé que la notice d'information est établie par l'assureur mais est remise par l'employeur, donc en cas de non-preuve de la remise, l'assureur pourrait être retourné contre l'employeur, en tout cas où l'assureur pourrait refuser de payer les prestations et le salarié pourrait réclamer auprès de vous directement les prestations. Et enfin, il y a la relation directe entre l'employeur et le salarié qui va être soit la CCN, soit l'accord collectif, soit la décision unilatérale ou l'accord référendaire. Alors une question qu'on nous pose souvent, c'est on connaît la capacité de nos amis assureurs à mettre un peu de temps à bien formaliser l'intégralité de la notice d'information. On va dire que les amis juristes de l'autre côté de la scène sont parfois un peu plus tatillons que qu'on souhaiterait, et ça prend du temps. Du coup, est-ce que moi, employeur, si je n'ai pas reçu la notice d'information parce qu'elle met du temps à arriver au bout de 6 mois, est-ce que je suis en risque ? L'impossible, nul n'est tenu, bien sûr. Donc évidemment, si l'assureur ne m'a pas remis la notice, je ne vois pas comment on pourrait me reprocher de ne pas l'avoir remis, bien sûr.
En revanche, dès le moment où l'assureur me l'a remise, là, à ce moment, c'est à moi de me dépêcher de la remettre et de m'assurer de la preuve de la remise afin d'éviter tout risque. Mais bien sûr, tant que l'assureur n'a pas établi la notice, il ne peut bien sûr pas imposer, en cas de contentieux, en tout cas, ce serait désavantageux pour l'assureur, pas pour l'employeur. Donc on a un parapluie là. On a un petit parapluie contre ce risque. Je pense qu'on a fait le tour à peu près du risque prud'homal. Donc là, on est bien sur un risque individuel. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Exactement. Le risque URSSAF, là, c'est l'inverse. C'est-à-dire que non seulement on est sur une vision collective, mais en plus, on n'est pas sur des obligations, mais plus sur des bénéfices qu'on pourrait perdre. Exactement. Voilà. En fait, tout à l'heure, ce qu'on vous indiquait, c'était vraiment, vous, en tant qu'employeur, vous devez systématiquement répondre à ces obligations, quitte à effectivement mesurer le risque que vous souhaitez prendre. La deuxième partie, donc, ce sont les risques URSSAF. Depuis quelques années maintenant, on vous bassine avec les notions de catégorie objective, de participation employeur, etc., qui sont parfois lourdes à comprendre. Mais ces conditions, ces éléments sont nécessaires et vous permettent de bénéficier de ce qu'on appelle les avantages sociaux et fiscaux. C'est-à-dire que si vous ne respectez pas ces conditions, vous ne devez normalement pas bénéficier d'avantages sociaux et fiscaux, et dans ce cas-là, vous avez un redressement. Donc là, tout le développement qu'on va vous faire par la suite, c'est les conditions que vous devez obligatoirement respecter si vous souhaitez bénéficier de ces avantages, et à défaut de répondre à l'une de ces conditions cumulatives, vous serez susceptible effectivement d'être redressé en cas de contrôle. Alors c'est vrai que quand tu dis qu'on a enchaîné les obligations, il y en a sur le coup beaucoup qui concernent le risque URSSAF. Il faut une certaine résilience pour avoir survécu à l'intégralité de ces éléments, parce que ces dernières années, je pense qu'on a dû avoir de nouvelles réglementations, des décrets, des lois qui sont venus s'empiler progressivement dans cet esprit du risque URSSAF. Et des circulaires, et des lettres, et les interprétations. Voilà, elles ne sont pas forcément toujours simples à comprendre. Nous encore, quand des fois on a des questions qui nous remontent, on passe un certain temps aussi à se mettre d'accord sur la réponse et sur l'analyse des textes. Donc même pour nous encore aujourd'hui, ce n'est pas forcément toujours très évident. Toujours très sûr. Alors du coup, on va les prendre dans l'ordre et on va regarder ces fameuses obligations, cet encadrement en fait qui nous permet de bénéficier des avantages sociaux et fiscaux. Alors déjà, les contrats qui peuvent bénéficier de ces avantages, quels sont-ils ? Alors, donc c'est assez simple, bien sûr. Donc, les contrats pouvant bénéficier des avantages sociaux et fiscaux sont en principe, d'une part, les contrats de frais de santé collectifs, obligatoires, solidaires et responsables, et d'autre part, les contrats de prévoyance lourde, un cap, un val d'essai. Donc, ceux-ci sont collectifs et obligatoires parce que, bien entendu, les conditions de solidarité et de responsabilité sont des conditions attachées exclusivement aux contrats de frais de santé. Étant encore une fois précisé que ce ne sont pas toutes les conditions. Il y a pas mal de conditions cumulatives à remplir, mais là, c'est vraiment les conditions principales. En général, si vous avez un contrat de frais de santé collectif, obligatoire, solidaire et responsable, votre conseil grâce à voix aura fait en sorte que l'ensemble des autres conditions aient bien été remplies. Mais voilà, c'est vraiment ce qu'on doit avoir en tête. Donc ensuite, on va revenir du coup sur les avantages sociaux et fiscaux en tant que tels. Bon, sans vouloir non plus revenir sur tout, bien sûr, vous savez que vos cotisations patronales sont déductibles de l'impôt sur les sociétés, que votre financement patronal est soumis à CSG, CRDS à la charge du salarié. Le financement patronal, c'est un peu le principe, va être exclu de l'assiette des cotisations de sécurité sociale. En revanche, comme vous ne payez pas de cotisations de sécurité sociale sur ce financement patronal, vous devez en revanche acquitter un forfait social équivalent à 8% pour les entreprises employant au moins 11 salariés. Et là, par contre, la grosse distinction entre les contrats frais de santé et les contrats de prévoyance lourde, c'est au niveau de l'impôt sur le revenu. En effet, en frais de santé, le financement patronal va être soumis à impôt sur le revenu, alors qu'en revanche, la cotisation salariale n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu. En revanche, en prévoyance, tant la cotisation patronale que salariale n'est pas intégrée dans l'impôt. Donc, dans cette hypothèse-là, le financement patronal n'est pas soumis à l'IR en prévoyance, en revanche, il est bien soumis à l'IR en frais de santé. C'est la grosse distinction entre les deux contrats. Alors, ce qu'on peut dire, c'est grosso modo à la louche, c'est que quand on bénéficie des avantages sociaux et fiscaux liés à ce type de régime,
c'est un écart de 20% à peu près en termes de financement. Oui, c'est ce qu'on dit souvent. Entre un contrat qui rentre dans les clous de la réglementation telle qu'elle est écrite aujourd'hui, et puis un contrat qui est en dehors, notamment un contrat non responsable versus un contrat responsable. Tout à fait. Alors les contrats qui ne rentrent pas justement dans ce cadre, qui ne bénéficient pas des avantages sociaux et fiscaux, vous avez repris 4 cas, mais c'est plus large en fait. En fait, de façon générale, dès lors que vous ne remplissez pas toutes les conditions qu'on va énumérer tout à l'heure, vous ne bénéficiez pas des avantages sociaux et fiscaux. Par contre, on a coutume de résumer un petit peu le bénéfice de ces avantages sous 4 critères. Donc, que le contrat soit collectif, qu'il soit obligatoire, qu'il soit solidaire et qu'il soit responsable. Donc c'est simple en fait, tout contrat qui ne remplirait pas ces conditions ne bénéficie pas des exonérations sociales et fiscales. Ce qui veut dire qu'un contrat facultatif, même responsable, ne bénéficiera pas des exonérations et un contrat obligatoire mais non responsable ne bénéficiera pas des exonérations. Alors si on peut revenir sur le côté collectif, parce que derrière le côté collectif, on va rentrer dans le détail tout à l'heure dans l'équité sociale, mais concrètement c'est quoi un contrat collectif ? Un contrat collectif, c'est un contrat qui bénéficie soit à l'ensemble du personnel, soit à une catégorie objectivement définie. Et on regardera les critères de ces catégories tout à l'heure. En absence d'avantages sociaux et fiscaux, quel est le traitement en fait qu'on a sur ces contrats? Alors, les cotisations patronales restent déductibles de l'impôt sur les sociétés, puisque ça c'est une charge du personnel. Le financement patronal reste soumis à CSG, CRDS à la charge du salarié. Par contre, distinction par rapport aux avantages. Dans ce cas-là, le financement patronal sera inclus dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale. C'est-à-dire que, imaginons un employeur cotise à hauteur de 20 € pour le régime frais de santé de son salarié. Ces 20 € seront exonérés tant pour l'employeur que pour le salarié de cotisations de sécurité sociale. Par contre, à partir du moment où je ne respecte pas ces conditions, ces 20 € rentrent dans l'assiette de calcul des cotisations sécu, patronales et salariales. Du salaire. Exactement, c'est exactement ça. Et deuxième point, le financement patronal et le financement salarial est intégré dans le revenu imposable du salarié. Un impact à double peine. Double peine. Alors, les conditions pour bénéficier du régime de faveur. D'abord, ce qu'il faut dire, ce sont des conditions cumulatives. Et d'où l'importance de garder cette liste en tête, parce que souvent on oublie certaines choses. Notamment, moi j'ai en tête l'histoire de la formalisation du régime, qui n'est pas le point principal, en tout cas pas dans votre liste. Mais on parlait tout à l'heure de l'acte. Sans acte, pas de formalisme. Exactement. C'est ça. Après, là où on en revient, c'est des fois on vous dit le régime facultatif. Un régime facultatif, il n'y a pas forcément besoin de le formaliser. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de sanction d'un point de vue URSSAF, puisque étant facultatif, il ne remplit pas la condition de régime obligatoire et de ce fait ne bénéficie pas d'exonération sociale et fiscale. Et d'un point de vue prud'homal, à partir du moment où vous transmettez de l'information dans tous les cas aux salariés, vous avez votre devoir de conseil qui est rempli. Donc c'est pour ça que dans le régime facultatif, par exemple, le formalisme n'est pas forcément nécessaire. Le formalisme, c'est-à-dire des lieux accords collectifs ou accords référendaires. Après, sur ce point-là, il faut quand même se rappeler que l'article 911-1, il est antérieur à toute cette réglementation sur les avantages sociaux, fiscaux, etc. Et en principe, de manière générale, on est quand même censé formaliser un régime qui soit collectif ou obligatoire, collectif et obligatoire ou collectif et facultatif. On n'a pas de distinction. C'est ce que disait Solveig tout à l'heure concernant la portabilité, on n'a pas de distinction entre ce qui est collectif obligatoire et collectif facultatif. Le texte s'applique à tout et normalement ce texte qui est très général impose en général à l'employeur de toujours formaliser son régime. S'il ne le fait pas, oui, il n'y a pas de sanction, mais en principe il doit le faire. Oui. Donc c'est aussi un des arguments qui font que nous on incite quand même à formaliser tant que faire se peut. Ah oui, c'est le meilleur moyen pour vous de remplir votre obligation de conseil. Et formalisme également, alors je suis désolé, je vous prends un peu à rebrousse-poil de votre police, mais formalisme aussi, c'est garder la trace de tous les écrits historisés potentiellement des différents avenants et aux actes initiaux. Sur les 3 dernières années, l'année en cours. À minima. Voilà, d'un point de vue URSSAF, on a besoin de se constituer des preuves pour la durée sur la durée de temps sur laquelle un inspecteur URSSAF pourrait remonter.
Après, de manière générale, il faut toujours mieux avoir un historique plus général de ce qui a été prévu, des normes prévues dans son entreprise, de manière générale. Donc formalisme important. Alors, je suis désolé, on est passé un peu rapidement, mais les prestations versées par un organisme agilité, ça signifie que je ne peux pas faire ma propre auto-assurance. Exactement, donc une des conditions, c'est que les prestations doivent être versées par un organisme assureur. Donc si je m'auto-paye mes prestations, enfin j'ai du mal à concevoir le problème, si je me finance moi-même mes prestations, je ne remplis pas les conditions et je ne peux pas éventuellement exonérer mon financement patronal, et encore j'ai du mal à imaginer l'hypothèse où l'employeur irait même payer les prestations. On irait un peu loin quand même, on n'a pas vu cette situation, mais voilà, donc le principe c'est donc, premier principe de base, organisme assureur qui va verser les prestations. Autre condition pour bénéficier de ce régime de faveur, c'est pas du salaire déguisé. C'est ça. Le but, c'est de ne pas supprimer un élément de salaire pour dire, voilà, moi, employeur, j'ai pas envie que mon budget affecté aux salariés, aux avantages sociaux des salariés soit modifié, soit gonflé. Donc, du coup, je vais supprimer un avantage à mes salariés pour le remplacer par ma cotisation au régime frais de santé, par exemple. Le seul moment où effectivement cela peut se faire, c'est si un délai de 12 mois s'est écoulé entre le dernier versement de l'employeur concernant cet élément de rémunération qui a été supprimé et le premier versement de la contribution patronale affectée au régime. Il faut vraiment que j'ai un délai de 12 mois qui se soit écoulé entre la suppression d'avantage de cette rémunération et le premier versement de ma cotisation au régime frais de santé ou prévoyance. Donc concrètement, j'avais des éléments de salaire, peu importe lesquels, il y a 2 ans, je les supprime. 12 mois plus tard, je peux potentiellement les réintégrer dans la partie couverture frais de santé ou prévoyance. Oui, parce qu'on considérera que ce n'a pas été un élément spécialement supprimé pour être remplacé par cette cotisation. Alors, troisième condition, qui fait toujours partie de la liste des conditions cumulatives, la condition d'ancienneté qui est possible. Alors là, moi, je ne comprends plus. Alors effectivement, il y a un changement de paradigme par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure. Donc effectivement, d'un point de vue droit du travail, c'est plus possible les conditions d'ancienneté. En revanche, d'un point de vue URSSAF, il est tout à fait possible de prévoir une condition d'ancienneté en santé de 6 mois, malgré la généralisation de la complémentaire santé. Donc c'est-à-dire qu'un inspecteur URSSAF qui viendrait vous contrôler et que vous auriez prévu une condition d'ancienneté de 6 mois ne pourrait pas vous redresser pour ce motif. En revanche, bien évidemment, un salarié pourrait vous assigner devant le conseil de prud'homme et réclamer éventuellement le remboursement des frais pour lesquels il n'a pas été couvert, et puis également réclamer le remboursement de sa cotisation frais de santé par ailleurs à titre individuel par exemple. Mais effectivement, donc en santé, d'un point de vue URSSAF, en théorie, vous pouvez toujours prévoir une condition d'ancienneté de 6 mois. Et en revanche, de manière générale, que ce soit droit du travail ou conditions URSSAF, vous pouvez toujours prévoir une condition d'ancienneté de 12 mois pour la prévoyance lourde. Alors, complexe quand même à avoir en tête, mais votre conseil? Alors notre conseil, pas de condition d'ancienneté en santé. Voilà, il est rapide. C'est juste pour vous remettre un peu les idées en place et vous dire aussi, si vous l'aviez prévu, si vous aviez toujours continué à prévoir une condition d'ancienneté en santé, le risque, c'est pas un risque URSSAF, c'est un risque prud'homal. Voilà, c'est vraiment pour remettre les obligations à leur place. Alors, sur la partie santé et sur la partie santé uniquement, le cahier des charges du contrat responsable à respecter. C'est ça, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Si une des conditions n'est pas remplie, on perd le bénéfice des exonérations et la notion de caractère responsable en santé fait partie de ces conditions. Donc, on ne va pas revenir dessus également parce que on vous en a pas mal parlé. La fin de la période transitoire, c'est terminé, oui, effectivement. Donc, depuis le 1er janvier 2019, tous les contrats sont censés être passés responsables sous le nouveau cahier des charges. Donc, pour tous ceux-là, effectivement, les contrats bénéficieront des exonérations. Et pour ceux qui ont choisi de ne pas appliquer les nouvelles modalités du cahier des charges responsable, ces contrats-là ne bénéficient plus des exonérations sociales et fiscales qui leur étaient auparavant appliquées. Alors, ce n'est pas suffisant pour bénéficier des avantages sociaux et fiscaux, parce que le fameux caractère collectif et le fameux caractère obligatoire dont tu parlais tout à l'heure sont aussi nécessaires. Ah oui. Donc on va rentrer peut-être dans ce sujet, mais avant, sur la formalisation du régime, frais de santé ou prévoyance lourde, un petit rappel sur comment ça fonctionne.
Bon, sur la formalisation du régime en tant que tel, je ne vais pas revenir dessus, on en a déjà parlé tout à l'heure d'un point de vue prud'homal, mais effectivement, il doit être formalisé, hein, c'est simple, donc formalisé soit par la CCN, si on l'applique au sens strict, et en revanche, dès qu'on rajoute une virgule par rapport à la CCN, ou simplement qu'on appelle de régime conventionnel applicable, il faut bien que ce soit formalisé donc, par accord collectif, référendaire ou décision unilatérale. Étant précisé que bien sûr, si je fais évoluer mes cotisations, si je fais évoluer mon régime, si j'avais annexé les prestations à l'encontre de nos conseils, à chaque évolution de mon régime, tout ce qui figure dans mon acte, en principe, doit suivre par symétrie ce que vous appliquez en réalité dans votre entreprise. Donc, ça, c'est vraiment ce qu'on entend par formalisation du régime. Alors, sachant que il faut choisir quand même entre ces différents actes, et il y a des conséquences dans les choix qu'on fait. Si je fais un accord collectif, je crois me rappeler que je n'ai pas le droit de faire de DU par la suite. Exactement, donc là c'est vraiment un principe de hiérarchie des normes. C'est que, bien évidemment, mon accord collectif, il a été signé avec mes partenaires sociaux. Moi, employeur, je ne peux pas unilatéralement revenir dessus et en modifier les clauses. Pas de pirouette. Pas de pirouette, exactement. Donc je vais devoir soit l'avenanter avec mes partenaires sociaux, soit dénoncer, respecter une période de 15 mois et éventuellement par la suite, une fois que je n'ai plus de régime dans mon entreprise, passer en force. Mais là, ce n'est vraiment pas une situation que nous vous recommandons, bien sûr. Et en revanche, si j'ai une décision unilatérale de l'employeur, je peux l'écraser soit par accord référendaire, soit par accord collectif. Et bien sûr, la modifier par une autre décision unilatérale. L'accord référendaire, je peux le modifier par accord référendaire ou alors il se fait écraser par l'accord collectif. Voilà, en gros, la hiérarchie des normes, c'est j'ai certains types d'accords qui ont plus de légitimité en raison des personnes avec qui il a été signé. En l'occurrence, une décision unilatérale de l'employeur, comme son nom l'indique, elle est unilatérale et elle vient uniquement de l'employeur. Donc c'est vraiment l'hypothèse où je n'ai personne avec qui signer ou alors que je souhaite favoriser une plus grande souplesse. Parce que bien sûr, dans cette hypothèse-là, je peux la faire évoluer tout seul, en respectant en revanche les conditions de dénonciation des usages. C'est une procédure... Alors un petit zoom sur la DUE, comme on l'appelle, en jargon, la décision unilatérale de l'employeur. On ne peut pas faire de DUE d'établissement. Ni de groupe. Alors, ce petit focus, pour vous tous, ceux qui en faites beaucoup, je suppose que c'est évident, mais je voulais quand même insister dessus, parce que d'un point de vue de formation, quand on fait du droit du travail, la décision unilatérale, on n'en entend pas trop parler. On parle d'usage, on parle d'engagement unilatéral, mais la décision unilatérale d'entreprise, c'est vraiment une particularité de notre matière. Alors, autant en droit du travail, c'est assez libre, et du coup, généralement, les juristes au droit du travail se disent, de manière générale, je peux faire un peu ce que je veux, donc je peux faire une décision unilatérale d'établissement, de groupe, peu importe. Mais attention, nous, dans notre matière, en protection sociale complémentaire, on a quand même des textes, on a la loi, on a des circulaires, et pour nous, il est clair qu'on ne peut faire qu'une décision unilatérale d'entreprise, sinon pas de DUE d'établissement, pas de DUE de groupe, pas de DUE du ES. À défaut, risque de considérer que votre régime n'est pas suffisamment formalisé et du coup remise en cause des exonérations sociales. De même, de manière générale, la décision unilatérale doit être formalisée par un écrit remis aux salariés et vous devez conserver la preuve de la remise, soit par émargement, LRR ou envoi avec le bulletin de paye. C'est une des premières choses que vous demandera un inspecteur d'URSSAF. Prouvez-moi que vous avez bien remis votre DUE à tous les salariés. Et bien sûr, il faut respecter cette procédure, remettre bien la DUE et obtenir la preuve que cet écrit a bien été remis aux salariés à chaque modification du régime, étant rappelé que là encore une fois, infoconsulte du CE ou du CSE obligatoire, et bien sûr respect d'une procédure préalable qui s'appelle la procédure de dénonciation des usages, où j'informe individuellement tous les salariés dans un délai raisonnable, si possible de 3 mois, et bien sûr information des IRP. Alors Diane, je ne voudrais pas jouer les papillons, mais j'ai quand même une question. En cas de contrôle URSSAF, c'est quoi mon risque si j'ai pas la preuve que j'ai bien remis ma DUE à tous les salariés? Potentiellement, il me manque des signatures, ou la liste n'est pas complète, ou même j'ai perdu la liste d'émargement. C'est quoi le risque? Le risque, c'est la remise en cause totale et absolue de toutes les exonérations. Étant précisé que depuis 2016, on a un principe de proportionnalité, donc en principe, les URSSAF peuvent mesurer leur redressement, mais en l'occurrence, on n'a aucun recul pour l'instant sur la manière dont les inspecteurs URSSAF utilisent ce nouveau dispositif. Et en tout cas, on ne vous recommande clairement pas de prendre le risque.
Donc c'est vrai que cette remarque que tu fais sur la proportionnalité du contrôleur URSSAF, Oui. c'était lié à la bonne foi de l'entreprise. Donc effectivement, si j'ai pas fait signer quoi que ce soit, il est clair que la bonne foi sera compliquée à justifier. C'est ça que tu veux nous dire. Ce que je veux dire, c'est que on a un texte qui est écrit de manière assez générale, on n'a pas de circulaire dessus, on n'a pas de retour d'expérience, les contrôles sont en cours ou sont encore récents, donc on manque vraiment pour l'instant de recul sur cette nouvelle règle de proportionnalité des redressements. Donc nous, dans l'absolu, on prône le risque zéro, tout simplement. Donc, si je faisais un parallèle entre votre fameux risque URSSAF et votre fameux risque prud'homal, d'un côté, ma notice d'information quand elle n'est pas remise, c'est du risque Prud'homal. Et de l'autre côté, quand je ne remets pas ma DUE, je suis sur du risque URSSAF et là, ça peut me coûter 20% de charges complémentaires. C'est ça que je dois comprendre. C'est ça. Et étant rappelé qu'il y a des pénalités de retard également en cas de redressement, donc ce sera un peu plus. Un peu plus. Alors les clauses qui sont obligatoires dans ces actes, il y a les clauses obligatoires et puis les clauses prohibées. Qu'est-ce qu'il faut absolument avoir dans un acte? Alors là, ce sont vraiment les clauses obligatoires et prohibées qui sont prévues donc par le Code de la Sécurité sociale. En santé et prévoyance, vous avez la clause de réexamen lorsque l'acte mentionne l'assureur et ou l'intermédiaire. Donc dans ce cas-là, vous devez déterminer dans votre acte directement les conditions de réexamen. Vous ne pouvez pas excéder un délai de 5 ans pour réexaminer justement les choix de l'organisme assureur ou de l'intermédiaire. Dans les actes types, en général, il était indiqué dès lors qu'est désigné l'organisme assureur ou l'intermédiaire. Attention à ne pas confondre, souvent on a eu la question, avec ce qu'on appelait les désignations dans les branches. Ce n'est pas lorsqu'est désigné un organisme assureur dans une branche, vous devez inclure cette clause. Non, c'est à partir du moment où vous mentionnez l'organisme assureur ou l'intermédiaire dans l'acte, vous devez inclure cette clause de réexamen. Par contre, le fait de mentionner l'organisme assureur ou l'intermédiaire, ce n'est pas obligatoire. Mais dès lors que vous le faites, vous devez obligatoirement mettre cette clause de réexamen. D'ailleurs, moi j'ai cru comprendre que le bon conseil, c'est de ne rien mettre. Du coup, on n'a pas cette obligation de donner les clauses de réexamen puisqu'on n'a pas désigné qui que ce soit. Effectivement, ce n'est pas une clause obligatoire de mentionner l'assureur ou le courtier dans son acte. Souvent, d'une année sur l'autre, effectivement, on va pouvoir peut-être transférer le contrat d'assurance auprès d'un nouvel assureur sans forcément changer les garanties ou les cotisations. Donc, à notre sens, la simple mention de l'organisme assureur n'est pas un élément déterminant, obligatoire, qui nécessite absolument que l'employeur révise son acte, mais le fait de ne pas mentionner, sachant que ce n'est pas obligatoire, ça évite justement d'avoir des informations qui ne sont pas plus à jour. Alors, on parlait tout à l'heure aussi de la partie organisée, le maintien des rentes. Là, en prévoyance, on a le maintien des garanties en cas de changement d'organisme assureur. Obligation aussi. Oui, c'est une obligation et ça doit être prévu par les actes. Donc l'employeur a l'obligation d'organiser ce maintien et cette revalorisation et il a aussi l'obligation de le mentionner dans son acte et de l'organiser. Donc je ne vais pas revenir en détail dessus puisque Diane a abordé ce sujet. Et vous avez dans un deuxième temps donc les clauses prohibées. C'est forcément, bien sûr, les clauses relatives à l'égalité entre les hommes et les femmes, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas, par exemple, prévoir un régime spécifique pour les hommes de l'entreprise boucher, père et fils, et pour les femmes de l'entreprise boucher, père et fils. La seule exception à ce principe, c'est que vous pouvez prévoir des garanties relatives à la maternité dans votre régime. Très bien. Alors, généralement, Diane, il y a des clauses qui doivent apparaître dans ces actes. Il y en a deux en particulier auxquelles tu tiens beaucoup. Tu voulais un peu faire un zoom sur le pourquoi. Effectivement, du coup, je tranche un peu dans le vif par rapport à toutes ces clauses qu'on a listées, mais généralement, c'est des clauses qu'on retrouve dans toutes les décisions unilatérales ou accords collectifs, de toute façon, en tout cas dans nos bases repères. Mais effectivement, premier focus, c'est ce préambule. C'est une partie des actes qui est tombée un peu en désamour, je ne sais pas pourquoi. Généralement, on se retrouve avec beaucoup de décisions unilatérales qui manquent d'informations. On ne sait pas depuis quand ce régime est mis en place dans l'entreprise, on ne sait pas pourquoi le régime est modifié dans l'entreprise, on manque vraiment d'éléments. Souvent, on a même l'impression que c'est une mise en place de régime parce que, on laisse un peu les clauses qui figurent dans nos exemples, mais en tant que tel,
l'idée du préambule, c'est quand même de rappeler vraiment le contexte, d'informer le salarié, lui dire voilà, on modifie le régime, il existait depuis 2002, on a modifié parce qu'on a baissé les cotisations, ajouté des prestations, parce qu'on s'est mis en conformité avec mon contrat responsable. C'est quand même intéressant pour vos salariés, c'est intéressant pour vous. Plus tard, peut-être que vos nouveaux collaborateurs, en prenant les documents, comprendront mieux la vie du régime dans l'entreprise. Et même, de manière plus insidieuse, un inspecteur URSSAF, en lisant, comprendrait immédiatement, oui, il y a un régime depuis telle date, donc c'est pas mis en place. Et je comprends bien que ce régime est mis en place et formalisé depuis assez longtemps. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, c'est un appel, s'il vous plaît, personnalisez un peu plus vos décisions unilatérales. En revanche, bien sûr, il n'y a pas de risque, c'est pas du tout risqué de ne pas le personnaliser. C'est juste, tant qu'à faire, conseil amical, écoutez, personnalisez un peu vos décisions unilatérales et informez suffisamment vos salariés sur les raisons pour lesquelles vous leur remettez ce document. Ça a de l'intérêt pour eux, pour vous, mais ce n'est pas une obligation, il n'y a pas de sanction. Alors Diane, je sais que tu n'es pas une femme vénale, mais la deuxième clause à laquelle tu tiens beaucoup, c'est la partie cotisation. Alors la deuxième clause à laquelle je tiens vraiment beaucoup, effectivement, c'est la clause cotisation. S'il ne devait en rester qu'une, un peu comme pour, hormis bien sûr les clauses obligatoires, prohibées que SAVEC vous a présentées, à mon sens, il faut absolument que le taux, l'assiette et la répartition des cotisations figurent dans votre acte. Parce qu'on formalise quoi? On formalise un régime. Un régime pourquoi? Pour bénéficier d'exonération. D'exonération sur quoi? Sur financement patronal. Donc si je mentionne pas à minima ce financement patronal dans mon acte, je trouve ça compliqué de justifier de la bonne formalisation du régime. Donc bien sûr, notez bien qu'on, d'un point de vue en revanche là plus prud'homal, le fait également de prévoir le taux de cotisation côté salarié, ça vous permet également de précompter cette cotisation parce qu'en principe, vous ne pouvez pas unilatéralement baisser le salaire de votre employé au motif que vous participez à un régime frais de santé. Sauf si vous l'avez formalisé par des lieux, accords collectifs ou accords référendaires. Et enfin, petite précision concernant les modalités d'évolution de la cotisation. Souvent, vous verrez que ce soit chez nous, chez nos concurrents, partout, on prévoit des clauses d'évolution automatique de la cotisation. Donc en général, on vous recommande de les mettre, mais on vous recommande quand même de les encadrer parce que c'est une tolérance. Voilà, c'est une tolérance de prévoir une évolution automatique des cotisations, de dire voilà, ils pourront évoluer dans la même répartition, donc 50% employés par exemple, 50% employeurs de l'autre par exemple. Mais en revanche, nous, ce qu'on vous recommande, c'est quand même de l'encadrer. En pratique, ce qu'on recommande ici, c'est 5%, parce que il n'y a quand même pas de risque zéro. Et ça vous impose, quand vous dépassez ces 5%, de reformaliser et de vous assurer qu'il n'y a pas de risque, étant précisé qu'on sait que certains inspecteurs URSSAF, ce qu'ils font parfois, c'est simplement prendre la fiche de paye, prendre la décision unilatérale et comparer. Donc ça peut aussi vous éviter de devoir justifier « Ah, j'ai une clause automatique d'évolution des cotisations, bon ça fait 10 ans que j'ai pas fait ma DE, mais je vous dis, ça fait 10 ans que j'augmente dans tel delta. Du coup, voilà, utilisez-la, mais utilisez-la avec parcimonie. » Très bien, donc là on a les clauses visuelles, on ne va pas rentrer plus dans le détail, puisqu'on arrive sur quasiment la fin de ce webinaire. On parlait tout à l'heure des catégories objectives. Alors ça, 2012, grande année. C'était le début des ennuis en fait sur tous ces sujets. Et catégories objectives, qu'est-ce que ça signifie? Alors les catégories objectives, effectivement, on les connaissait déjà un petit peu avant, mais c'était la notion de catégorie était déjà un peu plus large. Depuis le décret du 9 janvier 2012, pour pouvoir bénéficier des exonérations sociales et fiscales, il faut soit que le régime bénéficie à l'ensemble du personnel, soit des catégories objectives, et nous n'avons pas le choix sur ces catégories, c'est-à-dire qu'il faut que ces catégories soient définies selon l'un des 5 critères qui a été déterminé par le décret. Si vous sortez de ces critères, vous ne bénéficiez pas des exonérations sociales et fiscales. Juste pour rappel, par rapport au critère numéro 1, les notions de cadre et de non-cadre sans autre précision est admise. Par contre, le simple fait de mentionner
régime applicable au cadre, ça ne s'appliquera dans ce cas-là qu'aux salariés relevant de l'article 4 de la CCND 4 de 1947, et le fait de ne pas apporter de précision sur la notion de non-cadre, dans ce cas-là, ça sera tous les autres salariés, donc tous les salariés ne relevant pas de l'article 4. Donc c'est admis, mais ça concerne spécifiquement une catégorie de personnel. Deuxième précision, n'oubliez pas, les catégories cadres dirigeants ne sont plus admises, et de même, le fait de prévoir un régime au profit des salariés bénéficiaires d'une rémunération supérieure à une IPAS, qui est un peu une façon de détourner et de proposer un régime spécifique pour le cadre dirigeant, ce n'est pas admis non plus. Donc en fait, si je comprends bien, si je fais ça, je perds mes 20% sur l'intégralité de mes régimes. Alors, avec ce principe de proportionnalité justement du redressement, je ne sais pas si ça serait sur la totalité du régime ou par exemple sur celui uniquement des cadres, puisque le cadre dirigeant aurait dû intégrer le régime des cadres. À mon sens, le redressement se fera justement sur tout le régime cadre et non pas uniquement sur le régime dont bénéficiait le cadre dirigeant. Donc, un gros risque quand même. Ah oui, oui, pas négligeable. L'idée de la catégorie objective, c'est équité au sein d'une population similaire. C'est ça. Alors, juste derrière, on retrouve les fameux critères présentés de manière un peu différente, puisque en fonction du type de garantie, donc le régime frais de santé, la prévoyance lourde ou la retraite, on peut plus ou moins utiliser les critères. C'est ça. Alors le système, voilà, il est un peu fourbe, c'est-à-dire qu'on vous laisse le choix sur 5 critères, mais par contre, tous ne sont pas présumés objectifs. C'est-à-dire que si vous utilisez, par exemple, en frais de santé, les critères numéro 1 et numéro 2, que vous les utilisez bien, correctement, votre catégorie, elle est automatiquement présumée comme étant objective. Par contre, en frais de santé, si vous utilisez le critère numéro 3, numéro 4 ou numéro 5, qui sont des critères admis par le décret, il n'empêche que ces critères ne sont pas présumés objectifs. Donc vous, en tant qu'employeur, vous avez choisi par exemple de vous baser sur la définition des catégories qui est prévue dans les conventions collectives. Dans ce cas-là, en tant qu'employeur, vous devrez dire pourquoi, à votre sens, la catégorie telle qu'elle est prévue dans la Convention est objective et apporter tous les arguments auprès du contrôleur pour justifier du caractère objectif de cette catégorie. Pour démontrer l'équité, en fait, voilà, entre les différentes populations d'entreprise. Alors, clairement, en santé, on conseille de se baser uniquement sur les critères, enfin, que ce soit en santé ou en prévoyance, sur les critères qui sont présumés conformes, puisqu'on a déjà eu quelques remontées de contrôle sur ce point, et autant vous dire que démontrer le caractère objectif d'une catégorie, voilà, faut avoir du temps et de l'imagination et de sacrés arguments. Toujours en santé, hein, voilà. Comment justifier que quelqu'un pourrait être plus malade qu'un autre, en fait? En fonction de son poste dans l'entreprise. Et même en fonction de son poste, enfin, même personnel roulant, on va prendre un exemple, personnel roulant et personnel sédentaire, bon bah, le risque de taper un rhume, voilà, il est le même. Effectivement, ça jouerait peut-être plus en prévoyance, mais en santé, pour nous, à notre sens, c'est vraiment compliqué de démontrer le caractère objectif. Alors rappelons quand même, hein, sur les critères 1 et 2 en santé, tout le monde doit être couvert, oui, même si après, au sein de cette universalité, on fait des collèges. Oui, vous pouvez très bien assurer par exemple le personnel non cadre, les salariés non cadres chez un assureur avec des garanties X et le personnel cadre chez un autre assureur avec des garanties Y. Tous les salariés sont couverts, donc il n'y a pas de souci. Alors le caractère collectif du régime, et notamment pour les salariés en suspension, vous vouliez faire un petit zoom sur suspension indemnisée et suspension non indemnisée. C'est vrai qu'on a souvent la question, qu'est-ce que je fais? Ben voilà, on a déjà mentionné l'hypothèse du salarié dont le contrat de travail est rompu, avec la portabilité et la loi E20, mais qu'est-ce qui se passe quand son contrat est juste suspendu? Par exemple, il est malade, en congé maternité, en congé sabbatique, son contrat de travail est suspendu, potentiellement sa rémunération également est suspendue, mais comment est-ce que je le traite par rapport à mon régime? Donc là, à ce niveau-là, on a eu la réponse dans une circulaire de 2013 qui fait une distinction, de 2009, bon, de 2013 il me semble, qui fait une distinction entre les salariés, 2009, oui, qui fait une distinction entre les salariés en suspension indemnisée et en suspension non indemnisée. Donc, étant précisé bien sûr que l'intérêt, c'est que pour ceux en suspension indemnisée, il y aura un maintien des garanties et donc du financement patronal obligatoire. Et pour ceux dont la suspension n'est pas indemnisée, pour cela, il n'y a pas d'obligation de maintenir les garanties et donc le financement patronal. Donc concernant les salariés en suspension indemnisée,
Ils sont listés comme suit. Ce sont ceux dont la suspension du contrat de travail donne lieu à une indemnisation, hein. Donc soit d'un maintien total ou partiel de salaire, soit d'IJC financé au moins pour partie par l'employeur, mais même de façon indirecte, donc généralement par le biais de l'organisme assureur. Donc pour ces salariés-là, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de prévoir leur maintien dans le régime, et c'est pour ça que dans nos bases repères, on a une clause qui le prévoit. En revanche, pour les salariés en suspension non indemnisés, là, il n'y a pas d'obligation. Donc c'est tout autre type d'arrêt, mais c'est généralement les congés sabbatiques, les congés parentaux, mais ça peut également être l'arrêt maladie lorsqu'il n'est pas ou plus indemnisé. On sait qu'il y a certaines entreprises où il n'y a pas de garantie incapacité, soit parce qu'il n'y a pas d'obligation conventionnelle, soit parce que c'est un choix d'entreprise, et du coup il y a juste des garanties inval d'essai. Donc effectivement, il y a des hypothèses où un salarié en arrêt de travail sera tout de même en suspension non indemnisée. Donc pour cela, l'employeur n'a donc pas l'obligation de le maintenir dans son régime, mais il a la possibilité. Donc soit de le prévoir à titre obligatoire, soit à titre facultatif. Et en revanche, vous l'aurez noté, j'ai soigneusement éludé le cas des salariés en invalidité. Pourquoi? Parce que ce cas-là n'est pas précisé dans la circulaire de 2009, alors que, clairement, notre position, c'est que c'est quand même plutôt l'hypothèse de quelqu'un qui bénéficie d'une indemnisation indirecte, financée au moins en partie par l'employeur, c'est quand même très proche des IJC. Donc à notre sens, peut-être pourquoi ça n'avait pas été prévu dans la circulaire, c'est parce que généralement les rentes inval sont versées directement de l'assureur vers le salarié, contrairement aux IJC qui passent par l'intermédiaire de l'employeur. Et on se dit que c'est peut-être pour permettre aux employeurs de récupérer facilement les cotisations, alors que généralement, pour un salarié en invalidité, on peut se retrouver bien vite embêté si on n'a pas de moyen de pression en fait pour récupérer les cotisations, on ne peut pas précompter. Mais notre position, c'est que quand même, si on suit la logique, en théorie, un salarié en invalidité devrait quand même bénéficier du maintien du régime, même si effectivement, d'un point de vue pratique, après, il y a le problème pour récupérer la cotisation salariale. Il y a aussi peut-être une question d'égalité de traitement qui se poserait entre je traite de façon différente un salarié malade en invalidité par rapport à mes autres salariés en ne leur proposant plus ce régime justement. Oui, éventuellement il y a également cet argumentaire-là qui pourrait se tenir. Mais après, ce sujet-là n'est pas tranché, donc sur le marché on voit des positions différentes retenues selon les employeurs. Alors on va passer aux dispenses parce que du coup le temps nous presse. On était habitué aux dispenses de l'employeur, ce que vous appelez les dispenses à la main de l'employeur, et puis depuis quelques mois, on a connu et on connaît encore les dispenses de droit. C'est ça. Alors en fait, avant le 1er janvier 2016, il n'existait que des dispenses qu'on appelle nous dans notre jargon à la main de l'employeur. C'est-à-dire que pour pouvoir s'appliquer, il fallait qu'elles soient prévues dans l'acte, c'est-à-dire votre DUE, votre accord collectif ou votre accord référendaire. Si elles n'étaient pas prévues dans votre acte, le salarié ne pouvait pas du tout les solliciter. Et par principe, c'est-à-dire que sauf disposition contraire que vous auriez indiquée, ces dispenses peuvent jouer à tout moment, sous réserve que le salarié justifie qu'il entre bien dans un cas de dispense. Depuis le 1er janvier 2016, on a aussi les dispenses de droit qui viennent s'appliquer. Donc les dispenses à la main de l'employeur n'ont pas été supprimées, elles existent toujours, et vous avez en parallèle les dispenses de droit. Ces dispenses de droit peuvent s'appliquer à 3 moments précis, par contre, au moment de l'embauche du salarié, à la date de mise en place des garanties et la date à laquelle prennent effet les couvertures. Alors, moi je vous repose encore et sempiternellement la même question parce qu'il y a toujours un doute. Dans le cas numéro 2, à la date de mise en place des garanties, je change mes garanties dans l'entreprise d'une année sur l'autre, ça veut dire que mes salariés peuvent se dispenser. Non, on est bien sur une date de mise en place, donc de création du régime, et pas de modification des garanties. Donc j'ai un régime A qui reste régime A, mais je change juste mes garanties. Je suis sur une modification du régime, je n'entre pas dans ce cas. Par contre, se pose la question, effectivement, si j'ai un régime socle et que je mets en place une surcomplémentaire, est-ce qu'on est sur un deuxième régime? Et dans ce cas-là, est-ce que je peux effectivement solliciter les cas de dispense? Et enfin, petite distinction aussi par rapport aux dispenses de droit, c'est que pour la dispense de droit, le salarié peut fournir une attestation sur l'honneur indiquant qu'il remplit bien, qu'il rentre bien dans un de ces cas de dispense, contrairement à la dispense à la main de l'employeur où effectivement il faut fournir des justificatifs. Alors là, vous avez fait un tableau qui est assez clair, puisqu'on retrouve au final les cas de dispense en fonction de ce qui est à la main de l'employeur, donc on peut intégrer dans l'acte. Le type les moments où on peut faire appel à ces dispenses et puis le type de justificatif.
on voit les dispenses de droits, on voit notamment le sujet de avec ou sans versement santé, Oui. Et il y a des exclusions. Alors, il y a des exclusions, il faut que cette exclusion soit prévue par un accord de branche, soit uniquement en l'absence d'accord de branche ou si aucun régime frais de santé n'a été négocié par la branche. Dans ce cas-là, vous pouvez prévoir effectivement cette exclusion par DIE. Et le versement santé, effectivement, c'est un mécanisme qui permet aux salariés en CDD ou contrat de mission dont la durée d'affiliation est inférieure à 3 mois. Donc ce salarié pourra bénéficier d'un versement de la part de l'employeur équivalent à peu près au montant que l'employeur verse aux salariés en activité pour financer lui sa couverture individuelle, mais sous réserve de respecter certaines conditions. Et juste pour précision, vous voyez dans le tableau que l'on retrouve des dispenses à la main de l'employeur dans les dispenses de droit. Par exemple, salarié couvert y compris en tant qu'ayant droit, et vous avez une liste quasiment similaire. Ce n'est pas une erreur de notre part, ce sont effectivement les mêmes cas de dispense que l'on retrouve, mais qui s'appliquent de façon différente. Très bien. Tableau à conserver si vous avez à travailler sur vos actes et sur les dispositifs. Alors après, on retrouve une manière un peu différente de présenter les choses avec les dispenses de droit qui sont 5 grands cas avec les justificatifs qu'on peut demander. C'est une manière un peu différente de présenter les choses, mais on va aller vite. On n'a pas repris par doublon les dispenses facultatives. Comme le disait Solveig, c'est les mêmes, c'est juste la manière de les utiliser qui est différente. Il y a des petites nuances, mais effectivement là on a juste mis un slide sur les dispenses de droit, celle-ci, mais il faut bien se référer au tableau précédent qui montre bien qu'on a certains cas où il y a doublon entre les dispenses facultatives et non facultatives. Alors les dispenses acceptées avec réserve, on retrouve notamment une réserve de formaliser le justificatif, oui. Et puis des dispenses qui sont aussi acceptées sans justification aucune, qu'on retrouve, et donc ce sont les différents cas qui sont exposés à l'écran. Compte tenu du temps, je pense qu'on est arrivé au bout de ce webinaire. On a répondu à toutes les questions au fur et à mesure du déroulé. Je tenais à vous remercier, mesdames, parce que c'était le dernier webinaire de ce trimestre sur ce sujet du risque URSSAF ou risque prud'homal, et je comprends maintenant un peu mieux la manière dont vous aviez pensé ce webinaire. Juste pour vous qui nous écoutez, sachez que dans quelques jours, le webcast de ce webinaire sera disponible sur l'adresse qui s'affiche, donc hcb.grâceavoix.com, tous nos webinaires, où vous pouvez retrouver tous les webinaires qui ont été réalisés depuis l'origine, donc ça fait maintenant quelques années, et qui sont parfois intéressants à revoir, parce que comme vous le voyez aujourd'hui, on fait de temps en temps des revues d'obligations et de dispositifs qui ont encore valeur aujourd'hui, donc n'hésitez pas à les regarder sur cette page grâceavoix.com. Merci à toutes les deux. Merci à tous, on vous souhaite une bonne fin de journée, et puis pour nos amis d'outre-mer, une spéciale dédicace parce que cet horaire vous était destiné. Merci Diane, merci Solveig, et puis on se reverra maintenant le prochain trimestre, je crois que c'est en juin. Au revoir. Au revoir.